Bonjour Charles, merci de nous accorder un peu de ton temps. On est en direct depuis les Joom ici à Lille et on voulait discuter un peu avec toi d'hormonothérapie de nouvelle génération. Et peut-être avant de commencer et d'aller plus loin sur la pratique, il serait intéressant que tu nous parles un peu de ton parcours et de ton quotidien en tant qu'urologue. Merci beaucoup Denis, merci au laboratoire Bayer et à la FUF de me proposer de parler aujourd'hui. Puis je pense que ça sera l'occasion d'en reparler aux journées de la FUF également. Donc effectivement, moi je ne fais pas que de l'hormonothérapie. Donc comme tout urologue, j'ai ma formation habituelle, mais c'est vrai que j'ai très vite orienté ma formation pendant internat avec un DESP de cancéro qui correspond actuellement à la FST. Donc avec 6 mois passés à Gustave Roussy, où j'ai découvert l'hormonothérapie, les prescriptions également de TKI, et où je me suis rendu compte que finalement, dans une structure organisée avec un parcours de soins, il n'était pas du tout impossible à l'urologue comme à l'oncologue ou au radiothérapeute de prescrire et de suivre ces patients-là, même au stade avancé. Donc ça m'a renforcé dans l'idée qu'il fallait organiser un parcours de soins et sans abandonner le reste de la prise en charge. Donc moi, ce qui me fait plaisir au quotidien, c'est de pouvoir biopsier mes malades, les opérer quand il faut les opérer, les surveiller, les adresser en radiothérapie, faire la curithérapie. On a sa spécificité, nous, à Pompidou. Et puis, j'ai effectivement une journée d'hormonothérapie, donc pour les malades localement avancés ou avancés, avec une IPA, on en reparlera, une infirmière de pratique avancée, des infirmières de soins. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi une journée au labo où on a de la recherche translationnelle avec des prélèvements des mêmes patients sous hormonaux, parfois leurs métastases, qu'on met en culture d'organoïdes. Donc, il y a tout cet aspect-là, du début à la fin de la maladie. Et c'est des malades auxquels on s'attache, qui vont vivre pendant des années et qu'on va suivre avec l'oncologue et le radiothérapeute. Merci de nous avoir un peu éclairé sur ton parcours et de voir comment justement l'urologue peut s'emparer de toute la prise en charge du cancer de prostate, et peut-être plus spécifiquement sur l'hormonothérapie. Il est vrai que certains peuvent avoir des a priori. Ça peut faire un peu peur de prescrire une HTNG. Qu'est-ce qui, à ton avis, sont les ressorts de cette crainte ou de cette difficulté a priori que certains jeunes uros, internes, chefs, peuvent avoir sur cette primo-prescription d'HTNG? Alors la première chose, c'est que ces personnes-là ont souvent déjà peur de prescrire l'hormonothérapie de première génération. Je pense que pendant la formation d'interne, on se focalise sur la chirurgie. Voilà, le clinica, on se focalise aussi sur la chirurgie. Il faut pas hésiter, en fait, interne, à passer en consultation, soit chez l'oncologue, soit chez le radiothérapeute, soit chez les urologues qui prescrivent, parce qu'on passe nos journées à prescrire les hormonaux déjà de première génération. Une fois qu'on est à l'aise avec ces prescriptions, comme un radiothérapeute, qu'on sait prescrire le Dégarelix double dose, n'importe quel agoniste, qu'on a même vu éventuellement le Relugolix, et qu'on est à l'aise avec l'hormono de première génération, mensuel, trimestriel, semestriel, laquelle est injectable, laquelle est péros, et c'est assez simple. Il y a des ordonnances toutes faites, il faut pas retenir les posologies, il faut pas retenir la trimestrialité, semestrialité, il n'y a pas grand-chose à savoir. Une fois qu'on est à l'aise avec ça, et qu'on connaît les quelques éléments du bilan de l'hormono de première génération, ensuite, l'hormono de seconde génération, c'est pas grand-chose de plus. Donc, les points essentiels de l'hormono de première génération, déjà, c'est de savoir qu'il y a un bilan sanguin très simple et une densitométrie osseuse. Donc, déjà, tout de suite, on voit qu'il y a l'os en tête. Donc, on fait un dosage de la vitamine D, la DMO, et puis deux choses du bilan métabolique, la glycémie, le bilan lipidique. Et donc, tout de suite, on se rappelle que quand on dit hormonaux, il y a un risque métabolique et un risque osseux, en plus des risques qu'on connaît habituellement en tant qu'urologue, sexuels, etc., les bouffées de chaleur. Bien sûr, bon, c'est des messages qui sont extrêmement importants et sur lesquels on va revenir. Et donc peut-être un tout petit peu en amont, avant d'avoir l'idée de ces risques, il y a la question des indications. Ouais. J'ai l'impression que le paysage, il a beaucoup bougé ces dernières années, spécifiquement pour les patients qui sont métastatiques hormonosensibles, c'est-à-dire une grande partie de la population des patients qu'on peut être amené à rencontrer. Pour la prescription des HTNG, est-ce que tout le monde est éligible? Quel est l'état actuel des indications? Et peut-être comment est-ce qu'en une phrase, on pourrait la résumer? Oui, alors tout à fait. Donc, c'est vrai que l'urologue doit maîtriser les hormones de première génération parce que c'est les stades de radio-hormonaux, pas toujours intensifiés, et que l'hormono intensifié, on a l'impression que c'est que le stade métastatique, et tout d'un coup, on se dit, oh là là, si on ne sait pas prescrire une ARPI ou HTNG, hein, on dit antagoniste du récepteur pathway inhibiteur, ça inclut, on va voir les inhibiteurs enzymatiques, enfin l'inhibiteur enzymatique qui est la stade d'abiraterone, et les trois glutamides, darolutamide, apalutamide, enzalutamide. Donc on se dit, si je ne sais pas prescrire les ARPI, je ne vais jamais pouvoir gérer le patient métastatique. Donc il faut appréhender ces molécules, et puis aussi les appréhender parce qu'au stade localement avancé ou de très haut risque, il y a aussi des hormones de nouvelle génération. Et puis, tu l'as vu avec des récentes données, il y a de l'hormone de nouvelle génération en périopératoire, peut-être maintenant et pour l'avenir. Hein, il y a eu les données de l'essai Proteus, c'est de l'hormono-intensifié périopératoire. On a eu l'essai Sugar en France, où il y a le darolutamide en périopératoire seul. Donc, les urologues qui opèrent
vont avoir à prescrire ces molécules, peut-être si les essais sont tous positifs et s'il y a des indications. Donc, pour résumer, la crainte, elle est que on maîtrise peut-être pas bien la prescription des hormones de première génération et finalement l'hormone de seconde génération, elle rajoute pas grand-chose. Il y a un bilan sanguin qu'on va compléter. Pour l'acétate d'abiraterone, il faut penser bilan hépatique, ionogramme, potassium. Et pour les autres glutamides, il n'y a pas grand-chose de plus que le bilan de l'hormone de première génération et peut-être une TSH, voilà, pour la palutamide. Donc, c'est pas très différent de l'hormone de première génération. Et un patient métastatique, il faut le suivre tous les 3 mois. C'est très simple. Donc, si tous les 3 mois, on fait PSA testostéronémie et qu'une fois par an, on pense à renouveler le bilan dont je viens de parler, la vitamine D, le bilan métabolique, et donc après, on va parler cardio-os, finalement, il n'y a pas grand-chose de plus, à part, on le disait, la spécificité du bilan hépatique, ionogramme pour l'astate d'abiraterone, et avec cette spécificité de l'astate d'abiraterone qu'on peut le prescrire au stade non métastatique, selon les données des Stampede-like, donc les N+, ou les très hauts risques. Donc, je pense qu'il faut quand même maîtriser cette prescription, y compris à des stades non métastatiques, et aussi pour l'avenir. D'accord. Et donc effectivement, tu l'as mentionné, il y a un certain nombre de risques métaboliques, osseux, d'un point de vue aussi cité de toxicité cardiovasculaire. Quels sont, selon toi, les quelques réflexes essentiels qui font la qualité d'une première prescription et d'une première prescription faite en sécurité? Ouais. Alors pour moi, le message, c'est de ne pas tout démarrer tout en même temps. De pas démarrer, disons, l'ADT, l'hormone de première génération, et l'ARPI. Il faut globalement savoir qu'on a le temps. Je réinsiste sur l'hormone de première génération parce que si je traite un MHSPC ou si je traite un malade en radio-hormonaux plus ou moins intensifié, je dois pouvoir prescrire d'abord l'hormone de première génération. Si je suis en situation non métastatique, on décide en RCP une radio-hormonaux courte, longue, très longue intensifiée, je dois pouvoir prescrire l'ADT comme le radiothérapeute. Donc je dois prescrire un agoniste et le plus simple, à mon avis, selon moi, le type, c'est quand vous êtes en radio-hormonaux 6, 12, 18 ou 36 ou 24, vous mettez un semestriel, une forme semestrielle, c'est très simple. Comme ça, vous allez compter avec le malade. On part pour 6 mois, monsieur, vous avez une piqûre. On part pour 18 mois, vous aurez 3 piqûres. Donc, il faut que dans mon arsenal, je sache prescrire l'agoniste. Ensuite, je suis en situation métastatique ou d'hormonaux intensifiés pour la radio-hormonaux selon Stampede. Le mois qui suit, donc je dis bien qu'on va laisser passer un mois pour la tolérance du malade, pour la gestion des bouffées de chaleur, son retentissement. À ce moment-là, j'introduis l'ARPI. Donc, en situation métastatique, de toute façon, il n'y a rien de choquant à revoir son malade un mois après la prescription. On a dit en radio-hormonaux, il y a le radiothérapeute qui va le voir. Donc, on peut introduire soi-même l'ARPI, en l'occurrence l'abiraterone ou le radiothérapeute. En métastatique, on vous suggère souvent de démarrer par un antagoniste, parce qu'il y a des métastases douloureuses éventuellement. Donc l'antagoniste, que vous le fassiez en Peros, le Relugolix, ou en injectable, le Degarelix, vous savez que vous devez le faire tous les mois. Donc 2 injections de Degarelix et vous revoyez votre malade le mois d'après. Le mois d'après, vous êtes à la dose de Degarelix 80 et c'est là que vous allez introduire l'ARPI. Donc en fait, quand tu dis comment on fait, moi ce que je recommande pour les métastatiques, c'est de faire vos injections de Degarelix initial ou d'un agoniste si vous voulez. Un mois après, vous revoyez votre malade et dans ce mois, vous allez commencer à regarder vos recos, regarder les AMM et penser os, cœur, interaction médicamenteuse. Et il va se passer un mois où vous allez pouvoir raisonner tranquillement. Pourquoi? Parce que vous aurez fait un bon interrogatoire, que vous aurez l'ordonnance de votre patient, comme tout le monde dans l'interrogatoire, et que vous aurez vos algorithmes du CCAFU qui vous montrent que voilà, l'abiraterone, c'est une molécule du N+, ou très haut risque, ou bien du de novo métastatique. L'abiraterone n'a pas de place dans la récidive métachrone ou dans les autres situations. Dans le cadre d'un triplé, vous êtes avec l'oncologue, et autrement pour l'urologue, tous les glutamides sont indiqués ensuite dans n'importe quel doublé, que ce soit le doublé métachrone, ANSA, APA et DARO, et le doublé synchrone, quand on est hors triplé, on peut mettre aussi APA, ANSA ou DARO, ici l'abiraterone, et dans le cadre d'un triplé, il y a 2 molécules, mais ça se discute en RCP, et c'est l'abiraterone ou le darolutamide. Donc une fois que j'ai cet algorithme que je peux regarder tranquillement à la fin de la consultation, pendant mon mois, je vais choisir ma molécule. Je vais choisir ma molécule comment? Parce qu'il y a ces AMM, et aussi parce que abiraterone, prednisone, on sait qu'il va y avoir 2 risques majorés, le cœur avec l'abiraterone et l'os à cause de la prednisone. Les autres, pour les lutamines, certains vont avoir des interactions médicamenteuses, en particulier APA-ANSA. Un peu moins pour le DARO. Et enfin, donnée très récente de l'ASCO, l'enzalutamide a un plus fort passage hémato-encéphalique, il y a plus de troubles cognitifs, ça a été prouvé avec l'étude ARACOG, et donc, un patient âgé, c'est pas une molécule qu'on va privilégier. On a dit le cœur,
pareil, patient âgé, abiraterone a montré qu'il y avait plus de mortalité chez les patients âgés. Donc une fois que j'ai ces petites données en tête qui sont un peu indiquées dans les recos ou que vous allez avoir l'habitude, je vais choisir une de mes 4 molécules et je vais regarder mes interactions médicamenteuses. Donc j'ai un mois finalement pour me dire, ce malade-là, je vais peut-être lui prescrire une hormono des types abiraterone et dans ce cas-là, abiraterone égale cardiologue. Pour les autres, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire. Vous n'êtes pas obligé de faire voir au cardiologue tous vos patients, mais s'il n'y a pas du tout de suivi cardio par le malade, vous commencez à l'instaurer. Ensuite, vous faites votre DMO, mais ça, c'est pas propre aux ARPI. La DMO, c'est propre à l'hormono de manière générale. Et puis dans ce mois, la troisième chose, c'est les interactions médicamenteuses. On a dit, certains lutamines ont des interactions. Je vais sur Internet, il y a le site Proteica qui est très bien fait, très facile. Vous rentrez la molécule HTNG que vous choisissez, les 3-4 molécules du patient, et on vous indique s'il y a ou pas des interactions, et on vous sort un courrier PDF tout fait pour le cardiologue. Ce site est très bien fait, moi je l'ouvre à chaque fois, ça me prend réellement 3 minutes. Je sors le PDF et c'est un courrier tout fait pour le cardiologue. Chers collègues, je suis en train de prescrire une hormonothérapie de 2e génération. Voici les effets indésirables et voici les éléments de surveillance. Voilà, cette statine-là demande peut-être à être modifiée. Qu'en pensez-vous? Et si vous ne la modifiez pas, merci de bien surveiller la tension artérielle. Donc vous avez des courriers tout faits. Donc voilà, dans ce mois-là, finalement, vous avez 3 mails à faire. Proteica pour les interactions, un courrier au rhumatologue ou bien prescrire la DMO et la lire vous-même, adresser au cardiologue s'il y a la biratérone, c'est obligatoire, ou alors sortir le courrier pour le cardiologue. Et puis avec ça, vous arrivez le mois d'après pour la 2e injection de Degarelix et vous allez prescrire votre ARPI. Et là, on va voir les modalités de prescription. Donc voilà pour les indications et la sécurité. Pour moi, la sécurité, c'est ne pas tout prescrire ensemble d'un coup, se laisser un mois pour réfléchir. Vous n'aurez pas 4 patients métastatiques dans le mois en consulte. Donc pour un malade par mois où vous allez initier, vous avez le temps de prendre 5-10 minutes, de vous poser après votre consulte pour regarder ces éléments-là. Très bien, merci pour ce partage extrêmement exhaustif sur la prescription en sécurité, la première prescription en sécurité. Tu en as parlé et probablement qu'on va s'appuyer un peu sur ton parcours et ce que tu fais au quotidien. Ce sont des patients qui peuvent vivre longtemps. Il y a des suivis qui s'articulent en profondeur. Comment, en prenant par exemple ce que toi tu fais, tu envisages la meilleure articulation, sur qui tu t'appuies, quelles sont les ressources, quelles sont les grandes étapes clés à pas louper, au-delà effectivement de ce passage du premier mois qui est critique sur l'initiation et la réflexion sur l'indication. Donc 2 situations, métastatique, non métastatique. Chez le non métastatique, il faut bien se coordonner avec son radiothérapeute. Je fais une radio hormono-intensifiée par abiraterone, il faut être d'accord de qui va prescrire l'abiraterone et qui va surveiller le bilan hépatique. Il peut y avoir des gros loupés, parce qu'on pense que le radiothérapeute a prescrit va surveiller le risque de cytolyse, ou parce que c'est en fait à nous de le faire et qu'aucun des deux ne le fait. Donc, non métastatique égale bonne coordination avec le radiothérapeute, qui prescrit l'ADT, qui prescrit l'abiraterone. Si je prescris l'abiraterone, encore une fois, ça peut être le mois qui suit, je dois être en mesure de récupérer tous les 15 jours, les 3 premiers mois, un bilan hépatique, azat-alat, et un ionogramme. Si je suis en mesure de le faire, que je reçois bien les fax ou que j'ai donné mon mail au patient, il suffit juste de vérifier que votre patient ne fait pas une cytolyse. C'est pas si fréquent, mais c'est classique. S'il y a une cytolyse qui monte jusqu'à dizaines, le warning tout de suite, c'est j'appelle mon patient, on fait une pause, on réfléchit, et là, vous savez, on ne reprend pas tout de suite, et là, on va appeler un copain, et là, on va sortir de ses clous et on va éventuellement faire une échobiliaire ou autre. Mais les situations où vous allez avoir une cytolyse, elles vont pas être fréquentes. Il faut juste être en mesure pendant 3 mois, sous abiraterone, de récupérer le bilan hépatique et d'avoir fait voir le malade au cardiologue pour l'abiraterone. Donc ça, c'est coordination avec le radiothérapeute. Ça peut être le radiothérapeute qui le fait. Voilà. Pour le métastatique, si c'est pas dans le cadre d'un triplé, j'ai pas d'oncologue dans la boucle, ni même de radiothérapeute, puisque vous savez que l'irradiation du primitif prostatique, souvent on le fait, disons, à la fin de l'initiation de l'hormono, donc vous allez être seul à prescrire. Si vous êtes seul à prescrire, il faut d'abord que vous ayez la VAE ou la FST. Ou bien que dans votre service, un senior puisse co-signer avec vous la primo-prescription. Il faut effectivement que vous puissiez initier et surveiller. Donc, en dehors de la biratérone, il n'y a pas de surveillance biologique pour les autres. Les glutamides, vous n'avez pas de bilan tous les 15 jours. Donc, votre malade, il est métastatique, Degarelix. Un mois après, Degarelix, je vous donne l'ordonnance de l'ARPI que j'aurai raisonné comme on l'a vu. Et rien de choquant de le revoir le mois suivant. Donc, on a dit J0, M1, M2. M1, tolérance du premier mois d'hormono. M2, tolérance de l'ARPI après un mois. Et là, vous allez juger. Si vous êtes sous apalutamide et qu'il n'y a pas eu de rash, alors le rash, il n'est pas tout de suite le premier mois, mais vous aurez le temps de vous poser. Voilà, vous rajoutez ces petites consultes-là. Un malade métastatique, ça mérite qu'on le voit tous les mois, pendant 2-3 mois. Aussi pourquoi?
Parce qu'on va suivre la cinétique du PSA. Le PSA, vous avez vu dans tous les congrès que la décroissance du PSA en dessous du nadir de 0,2 est très pronostique. Donc, d'être là, avoir vu votre malade à 1, 2, 3 mois, de pouvoir lui dire, regardez, votre PSA est déjà indétectable. On va pouvoir commencer à envisager dans quelques mois, années, une désescalade et on va pouvoir commencer à passer à une agonie trimestrielle. Donc, voilà, c'est à vous de gérer ça. Ben, ça fait que aussi vous vous sécurisez sur l'ARPI. Parce que vous allez prendre l'habitude de voir votre malade mensuellement au début, pendant 3 mois. Vous allez donc vous prendre la main sur cette prescription de l'ARPI, vous rendre compte que les choses se sont bien passées, votre malade, il est aussi sécurisé pour vous, et puis récupérer ce que vous n'aviez pas fait. La DMO, est-ce qu'il l'a fait entre le premier mois et le deuxième mois? Le cardiologue, est-ce qu'il vous a bien répondu? Les interactions médicamenteuses, donc voilà, moi mon conseil, un malade métastatique, vous le voyez, AJ0, M1, M2, M3, et après vous passez en trimestriel avec votre PSA testo, et là vous êtes en sécurité. Et puis, bah voilà, vous avez passé ce cap des 3 mois. On a dit pour la biratérone, c'est bilan tous les 15 jours. Voilà. Donc, la sécurité pour moi, c'est de voir le malade de manière rapprochée au début pour vous sécuriser qu'il ne s'est rien passé et que tout va bien. Parce que vous allez voir que la plupart du temps, tout se passe bien et que les malades vont même mieux. Ils vont mieux parce qu'ils ont moins mal s'ils ont des métastases douloureuses. Et à la fois, ils vont moins bien parce qu'ils vont avoir les bouffées de chaleur. Vous allez leur parler de la prise de poids. Vous allez penser à d'autres choses. Vous allez leur dire, est-ce que la diététique, c'est OK? Est-ce que vous faites de l'activité physique? Voilà. Plus vous voyez vos malades de manière rapprochée, plus vous allez penser à ces soins de support-là, et ça va vous sembler être moins un gros monde, plutôt que de se dire, oh là là, je le revois que dans 3 mois, mais comment je vais gérer la tox? Bah, c'est tout. Voyez-le de manière rapprochée. Hein, donc c'est ça mon message. Très bien, bah merci beaucoup parce que je pense que avec toutes ces clés-là, on approche cette prescription peut-être avec un peu plus de réassurance parce qu'on voit bien les grandes cases dans lesquelles on doit se positionner, de l'indication à la gestion de la toxicité, à la discussion avec le réseau, avec le lien qu'on tisse aussi avec ce malade. Et peut-être pour s'écarter un peu bon, de ces choses très pragmatiques et avoir la vision, parce que tu as parlé aussi de ton activité de recherche, ton activité scientifique, donc tu dois probablement avoir cette vision-là de l'avenir de ces thérapeutiques. Tu l'as déjà un peu esquissé, elles prennent de la place maintenant, même au-delà du stade métastatique, en périopératoire pour les patients de haut risque. Quelles sont pour toi les grandes perspectives de développement qu'on va voir arriver pour ces spécifiquement ARPI, dont on discute là depuis un certain temps? Il y a 2 axes, il y a la désescalade et l'intensification en périopératoire. La désescalade, c'est pour ces maladies métastatiques à faible volume ou métachrone qui vont très vite avoir un PSA indétectable inférieur à 0,2. On va, et si vous avez dans vos centres des essais de désescalade, pouvoir au bout de 6-12 mois commencer à proposer aux malades de faire une pause comme s'il était finalement juste ganglionnaire. Il faut aussi que vous réfléchissiez dans le suivi à est-ce que je lui refais une imagerie. On en parle souvent avec les oncologues, l'urologue a tendance à pas faire d'imagerie. C'est bien, je pense, la première année, en parallèle de votre PSA qui devient indétectable, de faire une imagerie pour vérifier que votre imagerie baseline, elle se négative. Donc, il y a un axe de désescalade. Les malades vont pas être intensifiés à vie, alors même qu'ils sont métastatiques au bout de 2-3 ans, voire maintenant 6-12 mois. On peut proposer une désescalade et peut-être que dans votre pratique, on vous dira qu'on fait de l'intermittent ou de l'arrêt des molécules, y compris chez le métastatique. Et l'autre à venir, c'est qu'on voit qu'il y a de l'intensification en périopératoire. Donc, oui, si je suis candidat à l'essai Sugar et que l'essai est positif dans quelques années, il faut que je puisse prescrire le darolutamide. Donc, que je puisse gérer éventuellement le fait qu'il n'y a pas d'ADT, mais qu'il va y avoir peut-être des gynécomasties, comment je les prends en charge, est-ce que j'ai mon réseau pour ça, y compris dans les données de Proteus, est-ce que je sais gérer ADT, ARPI, ici la palutamide, en périopératoire, est-ce que je sais gérer un rash qui peut donc intervenir dans les 6 mois pré-chirurgie? Voilà, il faut juste prendre la main là-dessus, sécuriser les choses, et comme tu disais sur la recherche, être dans un centre idéalement où il y a des essais, ça vous permet aussi de voir si votre malade rentre dans les clous d'un essai. Et puis, il ne faut pas avoir peur au début de prescrire avec l'oncologue. C'est un autre grand message avec le radiothérapeute. Moi, ceux qui m'ont appris à prescrire, parfois, c'était au début le radiothérapeute parce que il me dit, est-ce que tu as bien vérifié ton bilan hépatique de la biratérone? Ou l'oncologue. Je voyais que l'oncologue, finalement, il mettait tel bilan pour une surveillance de telle molécule. Il avait pensé à refaire un scanner. Donc, en fait, il faut co-prescrire. Il faut pas avoir absolument gardé la main sur l'ARPI. Il faut juste travailler en bonne entente avec son oncologue, son radiothérapeute. Et puis, si vous avez la chance et que ça vous intéresse, montez des circuits. Il y a le copain rhumatologue à qui vous adressez toutes vos DMO. Faites un circuit avec le rhumato en systématique. L'activité physique adaptée, ayez un centre de référence. Les bouffées de chaleur, voilà, parfois il y a de l'auriculothérapie. Et puis enfin, nous, on a la chance d'avoir une infirmière de pratique avancée. Et ça, c'est un gain énorme parce que le rendez-vous dont je parle, la M0, M1, M2, M3, du coup, une fois sur 2, ça peut être l'IPA.
Ça peut être l'IPA. Et puis moi, j'ai tendance à la faire voir les malades. Quand ils viennent voir le radiothérapeute, ils viennent voir l'IPA pour parler soins de support, nutrition, prise de poids, tour de ventre, sexualité. Voilà, parce que vous, votre malade, quand il est non métastatique, vous allez le voir que tous les 6 mois, voire une fois par an. Quand il est métastatique, vous allez le voir tous les 3 mois. Mais quand il est métastatique avec un PSA indétectable, vous allez peut-être vouloir un peu lever le pied. Et donc là, l'IPA, si vous avez cette chance-là, elle peut vous aider à faire une consultation sur 2 par elle. Très bien, merci. Donc on voit bien en fait ces avenirs pour le positionnement des HTNG et de la prise en charge des patients métastatiques entendus au sens large qui se modifient tant sur les stratégies qu'aussi sur l'organisation du réseau de soins. Et peut-être un dernier mot en conclusion, si tu devais donner quelques clés très simples pour demain l'interne ou le chef de clinique qui, au cours de sa pratique, pourra être amené, sous supervision ou pas, à prescrire une HTNG, qu'est-ce que tu voudrais que transmettre comme message? Je pense que pour sécuriser et se faire confiance dans la prescription, il faut revoir son malade souvent. Si vous voyez votre malade tous les 3 mois, pour un malade métastatique, vous allez vous sécuriser parce que vous allez le voir souvent, vous allez le connaître. Donc n'ayez pas peur, voyez vos malades, remettez-les en consulte régulièrement. Revoyez-les mensuellement au début pour le malade métastatique et revoyez-les avec un PSA testo tous les 3 mois pour les malades métastatiques une fois que vous êtes passé sous agoniste. Donc ça, c'est mon premier message. Enfin, ayez des ordonnances toutes faites, toutes prêtes, où vous aurez la biologie spécifique à la biratérone pour pas que ça soit un stress. Hop, elle sort. Ayez le réflexe du courrier type oncocardio sur un site comme Protéica. Ayez le mail d'un pharmacien. Et puis, voilà, développez ensuite. Il vous faut 3 contacts. Un oncocardio, un rhumato, un oncogériatre. Et l'oncogériatre, en général, il est à la RCP. Et puis, c'est tout. Et puis, un pharmacien par mail. Vous n'avez pas besoin d'avoir un réseau plus grand que ça. Et puis, voilà. Donc, au début, ne vous faites pas envahir par ces DMO. Il faut regarder la DMO, la biologie. Essayez de trouver un copain rhumato qui va tous vous les voir. Mettez en place ce parcours pour que finalement, cette partie osseuse, elle soit pas gérée par vous. La partie cardio, c'est pareil, vous puissiez adresser et que vous vous concentriez sur le reste des soins de support. Mais revoyez vos patients. Plus on a peur de quelque chose, c'est comme les complications en chirurgie. On a une complication, faut pas moins voir son malade, faut le voir plus souvent. On fait une nouvelle activité qui peut paraître très médicale, l'hormonothérapie de nouvelle génération, faut revoir son malade plus souvent, jusqu'à ce que ça devienne une habitude et qu'on puisse réespacer les consultes quand on a 1 ou 2 ans de pratique, qu'on a mis en place une IPA, que les soins de support sont gérés par le collègue spécialiste. Mais au début, vous démarrez une activité médicale, voyez-les souvent, et vous serez plus en sécurité. Parce que ce que vous aurez oublié à la première consulte, tiens, le mois d'après, oui, dans le mois, j'ai pensé que j'avais oublié ça, vous savez, vous le voyez un mois après, vous êtes en sécurité. Donc, voyez vos malades souvent, vous allez voir que c'est une activité très attachante d'être le prescripteur d'un malade métastatique ou localement avancé, de les suivre des années, et pour vous qui démarrez votre clinica ou votre DJ, c'est des malades qui vont vous suivre dans l'endroit où vous allez rester pendant des années. Et vous allez les voir devenir MCRPC et décéder. Et donc, vous allez voir aussi l'oncologue qui va proposer des essais, toute la recherche qui va se mettre en place. Mais ça restera vous, le malade, qui aurez initié le diagnostic, la prise en charge, et vous aurez envie et à cœur de les suivre et vous intéresser aux nouvelles lignes et donc lire un petit peu sur les nouvelles recos. Et après, vous vous intéresserez au MCRPC parce que vous allez le voir évoluer. Vous allez le voir recevoir sa chimio, son lutécium, les inhibiteurs de PARP. Dernier message clé dont on n'a pas parlé. Il faut tester sur le plan moléculaire. Tous les patients MHSPC, quand vous faites vos biopsies, vous devez demander un testing HRR, au moins BRCA 1 ou 2. C'est obligatoire sur la biopsie que vous faites ou que vous faites faire au radiologue. C'est recommandé. Dès le stade hormonosensible, vous devez connaître le statut BRCA parce que les inhibiteurs de PARP sont en autorisation en MCRPC, mais sont en train d'améliorer, y compris la survie au stade MHSPC. Donc, on parlera dans le prochain podcast éventuellement des PARPI, mais l'idée n'est pas de les prescrire tout de suite maintenant, il n'y a pas d'AMM, mais de connaître le statut BRCA. Donc, non seulement je prescris un ARPI, mais je m'intéresse à la biologie du cancer, donc je suis aussi les nouveautés sur le plan moléculaire. Superbe, merci beaucoup, merci de nous avoir consacré un peu de temps, on se retrouvera aux rencontres de la FUF pour prolonger cette conversation avec l'ensemble de nos adhérents. Merci Charles.